Bonjour, j'aime de plus en plus lire. Et j'ai décidé de vous partager quelques-unes de mes lectures quand elles peuvent avoir un rapport avec la gastronomie indigène ou l'agriculture élémentaire. Je voulais commencer par un ouvrage d'Eugénie Brasier, et puis je suis tombé sur un petit livre d'Arthur Schopenhauer, le philosophe allemand du XIXe siècle. C'est un opuscule de 77 pages, intitulé « L'art d'avoir toujours raison ». Vous me direz qu'il y a peu de rapport avec la cuisine, et vous avez raison. Et pour tout vous dire, à la 3e page, j'ai failli laisser tomber, parce qu'il énumère, Arthur Schopenhauer, une liste de 38 stratagèmes pour avoir raison dans un débat. Et ça me faisait penser au débat politique stérile qui me fatigue. Puis je me suis dit, allez, quelques dizaines de pages, c'est pas la mer à boire, donc j'ai continué. À la page 47, au milieu du stratagème numéro 30, j'ai été remercié de ma pugnacité dans ma lecture. J'ai trouvé 2 pages qui parlent des idées reçues et des croyances communément admises. C'est ce que je vais vous lire maintenant, et je vous dirai après le rapport avec l'art du bien manger. Ce qu'on qualifie d'opinion commune est à bien examiner l'opinion de 2 ou 3 personnes. Et c'est de quoi nous pourrions nous convaincre si nous pouvions seulement observer la manière dont naît une opinion commune. Nous découvririons alors que ce sont 2 ou 3 personnes qui ont commencé à l'admettre ou à l'affirmer et auxquelles on a fait la politesse de croire qu'ils l'avaient examiné à fond. Préjugeant de la compétence de ceux-ci, quelques autres se sont mis à admettre également cette opinion. Un grand nombre d'autres gens se sont mis à leur tour à croire ces premiers, car leur paresse intellectuelle les poussait à croire de prime abord, plutôt que de commencer par se donner la peine d'un examen. C'est ainsi que de jour en jour, le nombre de tels partisans paresseux et crédules d'une opinion s'est accru. Car une fois que l'opinion avait derrière elle un bon nombre de voix, les générations suivantes ont supposé qu'elle n'avait pu les acquérir que par la justesse de ses arguments. Les derniers douteurs ont désormais été contraints de ne pas mettre en doute ce qui était généralement admis, sous peine de passer pour des esprits en révolte contre des opinions universellement admises, et des impertinents qui se croyaient plus malins que tout le monde. Dès lors, l'approbation devenait un devoir. Désormais, le petit nombre de ceux qui sont doués de sens critique sont forcés de se taire. Et ceux qui ont droit à la parole sont ceux qui, totalement incapables de se former des opinions propres et un jugement propre, ne sont que l'écho des opinions d'autrui. Ils n'en sont que plus ardents et plus intolérants à les défendre. Car ce qu'ils détestent chez celui qui pense autrement, ce n'est pas tant l'opinion différente qu'il affirme, mais l'outrecuidance de vouloir juger par lui-même ce qu'eux ne risquent jamais, et ils le savent, mais sans l'avouer. Bref, rares sont ceux qui peuvent penser, mais tous veulent avoir des opinions, et que leur reste-t-il d'autre que de les emprunter toutes cuites à autrui, au lieu de se les former eux-mêmes? Puisqu'il en est ainsi, quelle importance faut-il encore attacher à la voix de 100 millions d'hommes? Autant que, par exemple, à un fait de l'histoire que l'on découvre chez 100 historiens, au moment même où l'on trouve qu'ils se sont tous copiés les uns les autres, raison pour laquelle, en dernière analyse, toutes remontent au dire d'un seul témoin. Je le dis, tu le dis, mais cet autre l'a également dit. Après tant de dire, on ne trouve plus que des on dit. Alors actuellement, c'est tout à fait pareil. Il est communément admis, comme une vérité absolue, que si on mange moins de viande, voire pas du tout, c'est un acte éthique de sauvegarde de la planète, comme utiliser les toilettes sèches ou circuler à vélo. Et cette affirmation, assénée par les écolos de tout poil, tient lieu de vérité inaliénable. Pourtant, de nombreux éléments subjectifs démontrent le contraire, et je vais en citer 3 parmi d'autres. Le premier, 80% des tomates françaises sont cultivées sous serre, chauffées, la plupart au gaz, et sont consommées en dehors de leur saison. Ce sont les fameuses tomates en hiver, mais c'est aussi vrai pour les petits pois, les asperges au mois de mars ou les courgettes en avril. Le bilan carbone de la tomate sous serre est moins bon que celui de la viande de porc. Deuxième point, l'agriculture bio représente seulement 10% des surfaces cultivées en France. Et dans le monde, c'est beaucoup moins. Donc 90% des légumes que vous consommez sont cultivés en agriculture conventionnelle avec produits chimiques et pesticides. Un troisième point pour finir, en France, 70% des fruits et 30% des légumes que nous consommons viennent de l'étranger. Ça veut dire qu'ils font 1000 à 10 000 km pour atterrir dans notre assiette.
Quand on sait qu'un fruit, c'est à peu près 90% d'eau, en fait, on transporte essentiellement de l'eau sur des milliers de kilomètres, donc le bilan carbone est catastrophique. La viande fraîche, par exemple, 60% d'eau, le fromage ou le jambon, 35% d'eau, ont un bilan carbone sur le transport 4 à 6 fois supérieur aux légumes. Après, on pourrait se poser des questions sur la qualité nutritionnelle de ces végétaux qui poussent sous serre, qui restent des jours, voire des semaines dans des chambres froides. Mais le plus grave n'est pas là. Le plus grave, c'est qu'on se trompe de sujet, en fait. Le secret, il est dans la polyculture élevage. Vous savez, ce système agricole millénaire qui a été quasiment éradiqué des sociétés modernes au XXe siècle est remplacé par la monoculture à base d'engrais chimiques et de pesticides. En fait, végétal et animal ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires dans notre alimentation et ils sont complémentaires dans la production agricole. Dans un système de polyculture élevage, c'est très simple. Les animaux entretiennent les terres impropres à la culture, les prés salés, les zones pentues, les zones de montagne, etc. Là où on ne peut pas cultiver. Et ils l'entretiennent par le pâturage. Et ils produisent aussi l'engrais naturel, le fumier, qui va permettre de faire pousser les végétaux, le blé, les légumes, les fruits. Donc c'est la consommation proportionnée d'aliments végétaux et carnés de qualité qui est la clé d'une alimentation équilibrée et d'une agriculture durable pour notre pays. Ce n'est donc pas les végétariens et encore moins les véganes qui vont sauver la planète, mais vous pouvez le faire en consacrant juste un peu plus de temps, un peu plus d'attention et un peu plus d'argent à bien vous nourrir. Et en faisant cela, vous ferez plaisir et vous participerez au renouveau d'une agriculture durable et nourricière. La question n'est donc pas de manger plus ou moins de légumes, mais en toute chose qui nous nourrit, rechercher ce qui est bien produit. Cherchez le bon, le sain viendra de surcroît. C'est ce que nous faisons inlassablement au domaine de Saint-Géry depuis bientôt 40 ans. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. À bientôt!